Bonsoir à toutes et à tous. C'est la dernière séance de la Société Louise Michel avant la trêve estivale, comme on le disait tout à l'heure. Et pour cette dernière séance, nous avons un sujet brûlant, non seulement par la température de la pièce, mais par l'actualité, puisque nous avons emprunté deux expressions dans les deux petits livres qui ont été écrits par Luc Boltanski et Arnaud Esquer d'une part, et Éric Fassin d'autre part, à savoir situation politique, on pourrait rajouter exceptionnelle, comme le dit Luc dans son petit ouvrage. Comment reprendre la main? Parce qu'il est clair qu'on a perdu la main. C'est clair après le résultat des municipales, c'est clair après le résultat des européennes, avec l'abstention massive qui s'y est déroulée, et avec évidemment ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire le pourcentage du Front National. La situation globale en Europe n'est guère meilleure, avec des exceptions notables, bien sûr, la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Mais globalement, cette situation, c'est clair, est mauvaise. Et elle est mauvaise non seulement du point de vue politique, ça c'est le résultat, elle est mauvaise de tous les points de vue. La presse, la grande presse et la presse patronale, c'est assez comique, fait des premières pages pour dire c'est la reprise, et puis quelques jours après ou quelques semaines après, fait une autre première page pour dire c'est la rechute. Et effectivement, ça n'est pas la reprise, la situation globale est dégradée par le chômage, par la récession qui continue d'une certaine manière, par la baisse du pouvoir d'achat, et il y a un déni de toutes les autorités publiques qui sont rivées sur la poursuite de leur politique d'austérité, qui enfonce les pays de la zone euro dans la crise. Donc, le discours économique et politique de la gauche gouvernementale est identique aujourd'hui à celui de la droite. La politique et ses mots sont devenus des repoussoirs, par l'abstention, par des formes de rejet qui sont massives maintenant, et par une déconnexion totale des mouvements sociaux qui existent dans de nombreux pays avec la réalité politique parlementaire ou officielle dans ces mêmes pays. En réalité, cette affaire vient de loin, et sans m'étendre là-dessus, je voudrais simplement planter le décor. Au milieu des années 70, c'est passé presque inaperçu, ou plutôt ça a été masqué par ce qu'on a appelé le choc pétrolier. Il y a eu un retournement de longue expansive du capitalisme d'après-guerre, ce que les journalistes ont appelé les 30 Glorieuses. C'est aussi à cette époque que les accords de Bretton Woods sont abrogés, accords qui faisaient du dollar une monnaie de réserve garantie dans son taux de change avec l'or. C'est à cette époque que Reagan aux États-Unis et Thatcher en Angleterre parviennent au pouvoir, et tout ça a été marqué par des défaites politiques dont vous vous souvenez certainement. La première, en 1980, la défaite des contrôleurs aériens aux États-Unis, qui a signalé un tournant très important, et puis ensuite en 1985, la défaite de la grève des mineurs. Et puis en France, en 1983, il y a eu le tournant de la rigueur, après l'élection de Mitterrand en 1981, et tout ça a combiné les traits d'une mondialisation et d'une financiarisation qui a battu son plein dans les années 80 et 90. Avec la déréglementation, avec les privatisations, avec l'épuisement de la croissance, avec l'entrée en force de la finance comme instrument et levier de profit, et avec l'effondrement de l'URSS et l'entrée de la Chine rapidement et accélérée sur le marché capitaliste. Donc la politique de gauche aujourd'hui, je vais le dire rapidement, elle ressemble et elle est comme celle de la droite. Et il y a une perte de repères, d'une certaine façon, Giscard d'Estaing, très vieux tout ça, avait raison en disant qu'il fallait gouverner au centre droit ou au centre gauche. Aujourd'hui c'est pareil, et ça revient exactement au même. Dans ces conditions, le PS en France, on va parler un peu plus de la France ce soir, et ailleurs aussi, c'est le système. C'est le système. Par sa politique, par son vocabulaire,
par ses valeurs, par ses mensonges, et son personnel, et par son personnel, et ses liens multiples et familiaux souvent, avec l'établissement capitaliste. Donc à part la notable exception de la Grèce, les courants anticapitalistes et la gauche radicale, celle qui n'est pas au gouvernement ou de gouvernement, semblent également emportés par le discrédit de la gauche respectueuse. On se posera évidemment la question ce soir de pourquoi. Alors, comment reprendre la main? Je vais passer la parole tout de suite dans l'ordre à Éric Fassin, puis à Luc Boltanski, pour faire une présentation de leurs deux petits ouvrages, ici. Alors, l'ouvrage de Éric Fassin s'appelle « Gauche, l'avenir d'une désillusion ». C'est un petit coup de pied plat à Furet, je suppose. Et celui de Luc Boltanski et Arnaud Esquer, « Vers l'extrême, extension des domaines de la droite ». Je vais immédiatement leur passer la parole, et puis nous engagerons évidemment un débat après. Alors, bravo. Bien, ben, je voudrais d'abord vous prier d'excuser le retard, mais pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas m'excuser longuement. Je vais parler très près du micro, ce qui me rendra plus sympathique. Je suis très heureux d'avoir cette occasion de venir présenter ce travail, mais aussi en particulier, bien sûr, de le présenter en compagnie de Luc Boltanski. Je dirais deux choses sur les liens qu'il peut y avoir entre nos deux essais, qui, je trouve, se ressemblent à beaucoup d'égards. En tout cas sur le fond et sur le diagnostic et sur aussi certains des outils d'analyse. Il y a une première chose, c'est le fait que nous sommes tous les deux sociologues. Et je crois que ça n'est pas tout à fait un hasard, c'est-à-dire que nous sommes un petit peu dans la même posture, c'est d'avoir à nous dire, c'est bien beau de faire la sociologie, mais quand même, on est bien obligé en même temps d'essayer de comprendre, mais aussi de dire, de faire quelque chose par rapport à ce qui est en train de se passer. Il y a même urgence qui, je crois, vient bousculer notre travail. Pour ma part, j'ai l'impression que c'est un peu l'expérience de la sociologie que j'ai eue depuis longtemps, mais qui ne cesse de s'aggraver. C'est-à-dire que j'étais parti d'une certaine idée du travail scientifique, et la réalité sociale est constamment venue bousculer mes programmes de recherche en m'imposant, en m'amenant à travailler sur des sujets que je n'avais pas anticipé d'aborder. La deuxième chose, c'est le fait que les deux livres sont des petits livres. Je crois que ça correspond précisément à ce sentiment d'urgence, mais aussi à cette impression qu'il faut dire les choses à la fois vite, mais aussi de manière concise, parce qu'il est important que ça puisse servir, que des gens puissent s'en emparer de la manière qu'ils voudront. Alors je laisserai ensuite, bien sûr, à Luc l'occasion de présenter son propre ouvrage, donc je ne vais pas présenter les deux, je vais dire des éléments sur ce que j'ai essayé moi-même de raconter. La première chose, puisque le titre « Reprendre la main » est aussi le titre des chapitres que j'ai proposé, je dirais d'abord que pour ma part, je l'ai emprunté à un des penseurs de la droite contemporaine, à savoir Hervé Mariton. Hervé Mariton, vous le savez peut-être, avait publié pour l'UMP un rapport qui s'intitulait « Reprendre la main sur les questions de société ». C'était un peu avant le changement de présidence, et j'avais trouvé que ce document était très intéressant parce qu'il dessinait premièrement, ce qui allait devenir le programme de la droite une fois François Hollande élu, en particulier autour de la question de ce qu'il est convenu d'appeler le mariage pour tous, premièrement, mais deuxièmement aussi, que ce que faisait ici Hervé Mariton, eh bien, c'était de proposer une réflexion stratégique. C'est-à-dire que l'argument qui était donné par Hervé Mariton, il me paraissait très bon à penser pour la gauche. Ce qu'il disait, c'est, jusqu'à présent, on a réussi à imposer notre langage dans tous les domaines. En matière d'économie, en matière d'immigration. Il n'y a qu'un domaine où ça ne marche pas encore, c'est le domaine des mœurs ou des questions sexuelles, toutes les histoires qui vont du Pax au mariage pour tous, où la droite, disait-il, est sur la défensive. Donc son idée, c'était d'étendre la logique qui avait déjà marché, la logique d'hégémonie idéologique qui avait déjà marché dans d'autres domaines, et d'essayer de faire en sorte qu'elle puisse s'appliquer aussi dans le domaine des mœurs. Alors, mon but ici n'est pas de réfléchir sur la question spécifique des mœurs, de la sexualité, du genre. J'ai eu l'occasion, y compris dans le cadre de la Société Louise Michel, de le faire il n'y a pas si longtemps. Mais ce que je voudrais faire plutôt, c'est utiliser ça comme un outil de réflexion, c'est-à-dire se poser la question de, après tout, comment on fait pour imposer son hégémonie idéologique.
Alors cette proposition, elle a en ce moment deux dimensions. L'une, c'est comment la droite a réussi, et l'autre, c'est comment on pourrait faire bouger les choses dans un autre sens. Je vais commencer, et c'est ce que j'ai fait dans ce petit essai, par la première partie, c'est-à-dire le triomphe hégémonique de la droite. Et de ce point de vue-là, bien entendu, je crois qu'il faut en chercher la responsabilité en bonne partie, du moins si on reste dans une logique d'analyse politique, il faut en chercher la responsabilité du côté de la gauche. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé pendant les années Sarkozy la droite décomplexée ne se comprend pas si on ne réfléchit pas au fait qu'il y a une gauche complexée. Les deux vont ensemble. De même qu'une droite éhontée suppose une gauche honteuse. Le champ politique, ça se définit les uns par rapport aux autres. Et pour ma part, donc, ce que j'ai essayé de décrire, c'est pas simplement ce que fait la droite ou ce que fait la gauche, mais la relation entre les deux, et en particulier un mouvement qui, je crois, peut se décrire rapidement, parce qu'il est familier à tout le monde. J'avais été sollicité pour écrire ce petit essai à la suite d'une tribune que j'avais publiée dans Le Monde sur la droitisation du Parti socialiste, et une première chose qui m'a frappé, c'est qu'un des principaux reproches qui m'a été adressé, c'était de continuer d'utiliser le mot gauche à propos du Parti socialiste, alors que comme le but était de parler de droitisation, ça me paraissait utile à ce moment-là. Mais aussi, l'autre élément qui m'est apparu rapidement, c'est que cette proposition, eh bien, elle avait très rapidement valeur d'évidence. C'est-à-dire qu'entre le moment où c'était dit et où, au moins pour moi et quelques autres, ça avait un effet de pleine révélation, eh bien, certes, beaucoup le savaient déjà depuis longtemps, mais en tout cas, maintenant, je crois que plus personne ne l'ignore. Donc, en fait, c'est pas là, me semble-t-il, qu'il y a beaucoup à penser, il y a simplement à comprendre le mécanisme. C'est pas simplement constater le fait, mais mieux comprendre le mécanisme. Donc, le mécanisme, je crois qu'il n'est pas très difficile. Vous connaissez la formule toujours répétée par Jean-Marie Le Pen, selon laquelle les électeurs préfèrent l'original à la copie. Eh bien, si la droite imite l'extrême droite, tandis que ce qui est censé être la gauche imite la droite, on voit bien que c'est une course qui a un effet, la droitisation du paysage, mais c'est une droitisation qui va s'auto-entretenir, puisque, évidemment, la droite va devoir se démarquer de ce qui est censé être la gauche, et du coup, l'extrême droite de la même manière, même si le paysage est un peu plus compliqué du côté de l'extrême droite, qui hésite entre deux stratégies. Donc, ce mouvement, cette espèce de logique qu'on pourrait comparer à la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on est convaincu que c'est à droite qu'on va gagner, eh bien tout le monde va à droite, et donc tout le monde va à droite, et donc la gauche en quelque sorte disparaît, ce qui finit par justifier la prémisse. Donc c'est ça le mécanisme tout simple. J'ajouterais, parce que c'est une question évidemment qui je crois intéresse beaucoup, on pourrait imaginer que s'il y a une droitisation du paysage politique, ça veut dire que ça laisse un espace ouvert à gauche. Or, ce qu'on constate, c'est que, en tout cas dans les urnes, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la droitisation du Parti socialiste ait bénéficié au parti qui était à la gauche du Parti socialiste. Donc, ça ne marche pas comme ça. Et c'est là que, précisément, la question de l'hégémonie se pose. Et je décomposerai en deux logiques différentes. Il y a d'une part ce qui touche aux questions économiques. On voit bien que le fonds de commerce, aujourd'hui, du Front National, c'est de dénoncer l'UMPS, c'est-à-dire de dire que l'UMP et le PS, c'est la même chose. Comme en pratique, le PS fait à peu près la même chose que l'UMP, on comprend que beaucoup de gens se tournent vers le Front National qui donne un verdict. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde se tourne vers le Front National, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui se tournent aussi vers l'abstention. Mais en tout cas, l'idée qu'il y a une logique UMPS, fonds de commerce du Front National, est en quelque sorte validée par ces partis. Mais une fois qu'on a dit ça, on imaginerait que la critique du néolibéralisme qui est proposée par l'extrême droite aujourd'hui, quelle qu'en soit la validité, on pourrait imaginer en tout cas qu'elle va bénéficier aussi à la gauche de gauche. Or, ça n'est pas le cas. Et pourquoi? Eh bien, il me semble que la raison, c'est qu'en même temps, il y a une autre logique, qui n'est pas seulement la logique économique, qui est la logique qu'on pourrait appeler identitaire ou culturelle. C'est-à-dire que si on commence à regarder ce qui touche à l'islam, à l'immigration, aux Roms, etc., eh bien, on s'aperçoit que là, le consensus est beaucoup plus large, puisqu'il va du Parti socialiste au Front National en passant par l'UMP, c'est-à-dire ce sont les mêmes questions et à peu de choses près les mêmes réponses. Donc, s'il y a ce continuum sur les questions identitaires, que j'appellerais identitaires ou culturelles si vous voulez, eh bien, on peut comprendre que
là, l'hégémonie, elle bénéficie au Front National davantage qu'à la gauche de gauche. C'est en tout cas mon hypothèse. Alors, je pense qu'une des clés pour essayer de comprendre comment le Parti socialiste, qui était censé être un parti de gauche, a été en quelque sorte happé dans cette logique dont tout le monde voit bien qu'elle est autodestructrice, c'est-à-dire dont on voit bien qu'elle n'est pas payante électoralement, eh bien ça oblige à réfléchir sur le terme de réalisme. Le réalisme, en tout cas c'est une de mes propositions qui n'est pas non plus d'une originalité folle, le réalisme en fait c'est une idéologie qui est fondée sur l'idée que la réalité est de droite. Donc si la réalité est de droite, être réaliste, eh bien c'est s'aligner sur les visions de droite de la réalité. Il se trouve que ce réalisme, on le voit bien en matière économique, il est constamment démenti par l'expérience. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mener une politique de droite pour que l'économie marche bien. Mais aussi, ça se translate dans le domaine qui est celui du rapport au peuple. Et c'est là que je voudrais en venir. Le rapport au peuple, c'est quoi? Eh bien, c'est l'idée que non seulement la réalité est de droite, mais en plus le peuple est de droite. Cette conviction que le peuple est de droite, elle participe de cette vision d'une gauche complexée ou bien honteuse qui, au fond, est convaincue qu'elle a tort. Alors, ce que je voudrais faire, et je ne veux pas développer ça davantage, parce que je pense que sur le constat, j'imagine qu'il peut y avoir des divergences, et sur l'interprétation aussi, mais malgré tout, sur l'idée que ça ne va pas, je crois que je pourrais réunir un large consensus. Donc ce que je voudrais développer maintenant, c'est plutôt ce que j'ai essayé de faire dans la deuxième partie de cet essai, c'est-à-dire essayer de se donner un peu une prise, justement, puisqu'il s'agit de reprendre la main. Comment on fait pour essayer de se donner une prise sur le cours des choses, et non pas simplement d'avoir cette espèce de jouissance morose qui nous menace quelquefois devant le constat que ça va mal. Je crois que c'est quelque chose, et je fais une très brève digression pour avoir... et nous le présentions également ici il y a une semaine environ, pour avoir contribué à un ouvrage collectif sur Roms et riverains. Un des chapitres est rédigé par Serge Guichard, qui est un militant et qui raconte ce que ça fait aux militants, ce sentiment d'être en perpétuelle défaite. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de mener des batailles politiques et de les perdre à chaque fois? Quel est le coût personnel, quel est le coût psychique? Et je crois que son expérience n'est pas malheureusement exceptionnelle. Je crois que d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, les gens de gauche sont constamment confrontés à cette espèce de menace de dépression dont on se sort parfois, soit en allant cultiver son jardin, soit en se demandant si, après tout, il n'y aurait pas une jouissance à constater le désastre. Donc, ça n'est pas ce que je souhaite faire, et c'est plutôt le contraire. Donc ce que je voudrais proposer, c'est comme je l'ai fait dans la deuxième partie de ce petit ouvrage, avec 3 chapitres qui chacun comportent un titre avec un verbe actif, reprendre la main, changer le peuple et changer de peuple, eh bien essayer d'imaginer comment le pire n'est pas toujours sûr, même si parfois on est tenté de le penser. La première chose, c'est que la discussion sur le peuple, et je crois que Luc en parle dans son essai également, la discussion sur le peuple, elle est aujourd'hui au cœur des discussions sur la gauche, parce que ce qu'on nous dit de manière récurrente, c'est que la gauche a perdu le peuple et que donc il lui faut reconquérir le peuple. La question, c'est de savoir comment. Donc voilà comment se présente d'ordinaire le débat politique aujourd'hui. Je crois que la première question à se poser, c'est de savoir quel est le rapport de la politique au peuple. Et je propose d'appeler populisme une représentation de la politique qui suppose que la politique est censée refléter le peuple. C'est-à-dire que le peuple préexisterait à la politique et que donc le travail des politiques serait seulement de traduire les demandes populaires. C'est une vision qui, me semble-t-il, n'est pas sans rapport avec certaines conceptions du marché et qui, aujourd'hui, prévaut sur le marché politique. Je crois qu'il faut renverser la perspective. Non pas se dire que la politique a pour vocation de refléter le peuple, mais que son travail est de produire le peuple. Mais produire le peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, qu'il faut proposer des visions du monde. Et que, puisque nous revendiquons de vivre en démocratie, il est important que ces visions du monde ne soient pas toutes les mêmes. Donc, si on veut qu'il existe quelque chose comme une gauche, il est important que ça ne soit pas la même chose que la droite, et donc il est important que le peuple tel qu'il est représenté par la gauche ne soit pas le même que le peuple
tel qu'il est représenté par la droite. Parce que si c'est la même chose, on voit bien, ça donne très exactement le mécanisme que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire cette fuite en avant dans le fait d'essayer de concéder à une vision droitière des choses, à une vision droitière de la réalité, mais aussi du peuple, et c'est cela qui, manifestement, ne marche pas très bien. Donc, la première chose, c'est d'inverser la logique populiste et de considérer que le travail politique n'est pas de refléter une réalité préexistante, mais de produire des visions alternatives du peuple. Et alternative est un élément important, parce que si on est en démocratie et que tout le monde dit la même chose, alors quelle est la différence entre ce qui serait de l'ordre de la démocratie et ce qui n'en serait pas? Je crois que, de ce point de vue-là, tous les appels au consensus me paraissent désastreux politiquement. Comment peut-on considérer que le consensus est une vertu démocratique? La démocratie, ce n'est pas des gens qui s'entendent bien, c'est des gens qui se disputent. Et je crois que cette défense du dissensus, aujourd'hui, elle est très importante face à l'illusion qui pourrait mener à des espèces de gouvernements d'unité nationale pour lutter contre l'extrême droite, etc. C'est-à-dire quelque chose qui validerait le point de vue de l'extrême droite, selon lequel c'est tous les mêmes. Donc ça, c'est la première chose, renverser en quelque sorte cette logique populiste au sens où je viens de définir le populisme. Mais la deuxième chose, c'est quel contenu à ce moment-là on peut donner au peuple. Eh bien, si ce que fait aujourd'hui la droite, c'est d'opposer un peuple qui serait, disons, les classes populaires, de les opposer à un peuple qui serait, disons, les minorités visibles, c'est ce qu'on a vu dans le débat un peu surréaliste qui a opposé Terra Nova disant « vive les minorités et abat le peuple », en substance, je résume, de manière un peu caricaturale, ou bien la version inverse que propose la gauche populaire, à savoir « abat les minorités et vive les classes populaires ». Eh bien, cette vision du monde, elle oppose apparemment des adversaires, mais en réalité, elle les réunit autour d'une même vision, à savoir l'idée qu'il y a d'un côté le peuple et de l'autre les minorités visibles. Or, c'est démenti empiriquement, c'est facile de le remarquer, c'est-à-dire que les classes populaires sont loin d'être uniformément blanches, et en revanche, les minorités visibles, eh bien, très souvent, elles s'inscrivent dans les classes populaires. Donc, l'idée qu'il faudrait choisir une cause ou bien l'autre me paraît démentie empiriquement. Mais pendant longtemps, j'ai pensé que la réponse à donner à ces questions, c'était de souligner surtout le fait que, après tout, on peut faire deux choses. On peut faire à la fois des politiques qui soient des politiques de redistribution, et on peut faire aussi des politiques qui soient des politiques de reconnaissance. C'est une opposition aujourd'hui classique dans les réflexions sur tout cela. Je pense qu'en même temps, cette vision des choses est partielle. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on peut constater aujourd'hui quand même, c'est que très souvent, ceux qui ont des discours, ou ceux qui ont des pratiques politiques hostiles aux minorités, eh bien, dans le même temps, ils ne sont pas très favorables aux classes populaires. Je vais prendre un exemple personnel, si je puis dire, pour avoir été depuis 48 heures plongé dans une controverse autour de la question des Roms, et donc en petite polémique avec le directeur adjoint de Libération, Éric de Couty. J'étais très frappé de voir que son discours, qui pour moi participait d'un déni en ce qui concernait les Roms, me semble très exactement s'inscrire dans la même logique, c'est-à-dire un déni en ce qui concerne la politique économique, puisque son éditorial d'aujourd'hui explique que, eh bien, il y a un virage à gauche qui se fait grâce à l'élection de Juncker. Je vous assure, l'expression virage à gauche est dans l'éditorial. Donc, je pense que là, c'est rassurant, c'est-à-dire que ça aide ceux d'entre nous qui n'ont pas envie de choisir entre les logiques qui seraient, disons, le souci des questions minoritaires et le souci des questions économiques entre, par exemple, les Roms et par exemple les classes populaires. Donc, je crois que changer le peuple, eh bien, c'est ça que ça peut vouloir dire. Changer le peuple, c'est non seulement changer le rapport entre la politique et le peuple, mais c'est aussi proposer donc une autre vision de ce que c'est que le peuple. Et donc ça, c'en est un exemple. Mais évidemment, ça suppose, et j'accélère pour terminer bientôt, ça suppose de changer de vocabulaire, et c'est là, me semble-t-il, que la bataille idéologique se joue. Un exemple que je trouve utile de prendre, parce que finalement j'étais assez content d'arriver à cette formulation simple, c'est autour de l'immigration, sujet sur lequel je me suis
à la fois engagé, mais sur lequel j'ai travaillé pendant ces dernières années, donc sur les politiques d'immigration, on voit bien qu'il y a une bataille de langage entre des gens qui disent que l'immigration est un problème, et ça c'est le langage qui s'est imposé, qui bien sûr vient de l'extrême droite, mais qu'on retrouve très largement et bien au-delà de la droite, et une autre vision qui passe du verbe être au verbe avoir, selon laquelle dans l'immigration il y a des problèmes. La distinction de langage assez simple me paraît avoir une utilité parce que ça permet de se représenter, par exemple, que quand on parle du chômage, personne ne dirait que dans le chômage il y a des problèmes. Tout le monde serait d'accord pour dire que le chômage est un problème. Si en revanche vous parlez de l'école, je crois que peu de gens, même si on a pu le dire à d'autres époques, peu de gens aujourd'hui diraient que l'école est un problème. En revanche, tout le monde s'accorderait à dire qu'il y a des problèmes. Donc en fait, il est important de savoir si on met l'immigration du côté du chômage ou si on met l'immigration du côté de l'école. Et ça dessine la possibilité de penser la différence entre une politique de droite et une politique de gauche. Ces batailles de vocabulaire, je crois qu'elles sont aujourd'hui très importantes. Je ne vais pas prendre d'autres exemples, pas prendre plus de temps. Je termine sur un point. Le dernier chapitre de ce petit livre s'appelle « Changer de peuple », expression prometteuse et quelque peu provocatrice. Changer de peuple, ça veut dire quoi, dans le sens du moins que je propose ici? Si on considère qu'être de gauche aujourd'hui, manifestement, ne suffit pas à rallier des majorités électorales. Et je crois que la plupart d'entre nous, nous ne attendons pas à ce qu'il y ait une sorte de renversement immédiat des rapports de force politiquement à très très court terme. Alors en même temps, je pense, je ne vais pas le développer tout de suite, mais peut-être dans la discussion, je pense, pour avoir été de ceux qui soutenaient récemment l'hypothèse Syriza, c'est-à-dire l'idée que si, comme en Grèce, le Parti socialiste finissait de s'effondrer, ce qui pourrait bien arriver, ça changerait un peu la donne et ça amènerait à imaginer autre chose à gauche, et que donc ça reconfigurerait le paysage. Et l'exemple grec de ce point de vue-là me paraît intéressant, puisque ça affecte non seulement le Parti socialiste, non seulement Syriza, mais ça affecte aussi l'extrême droite, qui somme toute, bien qu'elle soit très radicale, représente à peu près 3 fois moins de gens qu'en France. Et enfin, où la participation électorale aux dernières élections était supérieure de 13 points à ce qu'elle est en France. Donc on peut se dire qu'après tout, quand il y a une droite qui s'oppose à une gauche, eh bien ça peut changer la donne, mais que la condition de possibilité, c'est qu'une gauche qui n'est pas une gauche ait fini de s'effacer. Donc c'est pour moi l'idée que, effectivement, il y a une sorte de cadavre encombrant aujourd'hui à m'aider ou comment s'en débarrasser. Donc, mais je reviens à l'hypothèse de changer de peuple. Changer de peuple, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que tant qu'on est minoritaire, il faut essayer de donner l'impression qu'on est majoritaire. Alors c'est un peu une illusion, me direz-vous, mais je crois qu'on a un exemple qui est très parlant, aux États-Unis d'abord, puis en France. Aux États-Unis, ce qu'on a appelé dans les années 80 la moral majority, c'est-à-dire cette majorité morale qui n'était pas forcément morale, mais en tout cas qui n'était pas majoritaire, a réussi à peser de manière disproportionnée sur la politique états-unienne pendant plus de 30 ans. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il n'y a pas besoin d'être une majorité pour définir les termes du débat. Ce n'était pas si compliqué à trouver, il suffisait de regarder le Front National. Mais si vous regardez un autre exemple plus récent en France, celui de la Manif pour tous, vous voyez bien qu'à certains égards, des gens qui étaient une poignée déterminée, une grosse poignée, me direz-vous, mais malgré tout, qui ne représentaient certainement pas une majorité, ont réussi petit à petit à retourner les choses et à imposer leur agenda, comme on le dit plutôt en anglais. Donc là, il y a une leçon intéressante, me semble-t-il, à tirer de tout cela, c'est le fait que la politique, ça ne suppose pas uniquement d'être majoritaire, ça suppose aussi de donner le sentiment qu'on est majoritaire. L'hégémonie, c'est bien comme ça que ça s'acquiert, c'est en donnant le sentiment que finalement, on est obligé d'être d'accord avec nous. Donc cette bataille, qui est entre autres une bataille du langage, je crois qu'elle peut se jouer autour d'une notion que je propose de définir, qui s'appelle le public. C'est quoi un public? Eh bien, je propose l'idée que c'est des gens mobilisés autour d'une cause. Mais le terme le plus important, c'est mobiliser, même si le terme de cause est important également. Mobiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit de peser plus que son poids réel. Donc, arriver à se faire entendre plus que ce qu'on représente statistiquement, électoralement, etc. Encore une fois, les exemples de la droite, etc. sont importants, mais pourquoi choisir le terme de public? Eh bien, parce que précisément, je crois qu'aujourd'hui, et je termine en 2 minutes, je crois qu'aujourd'hui,
Ce qu'on a pu constater avec tous les débats sur François Hollande, est-il social-démocrate, assume-t-il de l'être, est-il social-libéral ou que sais-je encore, ce qu'on a pu constater, c'est en fait que s'imposait une logique qui est celle du néolibéralisme. Et le néolibéralisme, eh bien, ça n'est pas seulement le fait que ce serait du super-libéralisme. Ce n'est pas simplement une exacerbation d'une logique qui séparait l'État du marché. Bien au contraire, on voit dans le néolibéralisme que l'État s'implique dans le marché, qu'il est un acteur majeur, qu'il s'agisse de sauver les banques, qu'il s'agisse de redistribuer de l'argent vers les entreprises, etc. La caractéristique de cet État, bien sûr, c'est qu'il est au service du patronat, des marchés, etc., mais il n'est pas en dehors de l'économie. Mais ça veut dire que du coup, ça veut dire quoi public aujourd'hui? Puisque nous avons tendance à penser que public égale État, ça c'est dans le fonctionnement libéral. Dans le monde libéral, l'État et le public, c'est du même côté. C'est un peu plus compliqué dans le monde néolibéral. Ça ne veut pas dire que l'État n'ait rien à voir avec le public, mais ça veut dire que le public n'est pas forcément du côté de l'État et que l'État n'est pas forcément du côté du public. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est important d'essayer de penser le public à partir des gens qui ne sont pas engagés dans une politique gouvernementale, c'est-à-dire les élections, mais aussi du côté de ceux qui sont engagés dans une politique non gouvernementale, c'est-à-dire tout le reste. Eh bien, tout le reste, ça peut se construire autour de causes qui peuvent peser de manière disproportionnée. Et je prendrai une autre comparaison aux États-Unis. Vous savez que la télévision publique aux États-Unis ou la radio publique ne sont pas publiques au sens où on l'entend en France, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, pour l'essentiel, financées par l'État. Elles sont financées très largement par les gens. Les gens qui envoient de l'argent, non seulement parce qu'ils aiment bien regarder telle ou telle émission ou écouter telle ou telle émission, mais aussi parce qu'ils ont envie que ça existe. Ils ont envie qu'existe cette télévision publique, cette radio publique. De ce point de vue-là, je prenais l'exemple dans cet ouvrage, je vais terminer là-dessus, de Mediapart. Je crois que beaucoup de gens s'abonnent à Mediapart aujourd'hui, pas simplement parce qu'ils aimeraient bien lire tel ou tel article, pas simplement parce qu'ils aimeraient savoir ce qu'il en est de tel ou tel scandale, puisqu'on les retrouve le lendemain dans la presse. Donc c'est pas ça le but du jeu, c'est pas une logique de clientèle, c'est pas acheter des biens, c'est en fait cotiser pour l'existence de quelque chose qui fonctionnera comme un contre-pouvoir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à Mediapart sans le lire, ce qui me paraît une excellente chose, même si c'est bien aussi de le lire. Mais je crois que c'est très important qu'on puisse se dire que c'est pas simplement pour acheter le contenu, mais c'est aussi parce qu'on juge qu'il est souhaitable qu'existent de telles institutions. Et je crois qu'on voit se répandre ça aujourd'hui avec tous ces financements participatifs, ce crowdfunding, c'est-à-dire la possibilité de mettre de l'argent là où on pense qu'il serait bien que quelque chose existe, faire exister des choses. Eh bien c'est ça, se mobiliser autour de causes, et ça veut dire qu'aujourd'hui, une des manières de ne pas désespérer de la politique, c'est de ne pas tout espérer de la politique, entre guillemets, gouvernementale, c'est-à-dire des partis, des élections, etc., mais de compter, en fait, sur ce qu'on peut faire, quand bien même on ne serait pas élu. C'est pas incompatible, mais en même temps, il me semble qu'on a peut-être plus de chances que les politiques aillent dans le sens où on aimerait qu'ils allassent, si on les incite à y aller, c'est-à-dire s'il est plus coûteux pour eux de ne pas nous écouter que de nous écouter. Merci. Merci Eric. Je passe la parole tout de suite à Luc Boltanski. Oui, écoutez, je ne vais pas faire de très longs discours. D'abord, je voudrais dire que Arnaud Esquerré n'est pas là parce qu'il était à Berlin pour son travail et qu'il aurait beaucoup aimé être des nôtres. Alors, on a écrit cette petite chose, hein, quand on me dit c'est un livre, je dis non, c'est un tract, qui voulait d'abord être un article, puis ça a un peu grossi, avec l'intention de renouer avec quelque chose qui n'est ni de la sociologie, ni de l'humeur, mais qui est ce qu'on appelait autrefois l'analyse engagée. Un peu comme on en trouvait dans les temps modernes, etc. Avec une idée, au fond, centrale, qui est celle de situations politiques et d'événements, et que la politique, ce sont des situations. C'est une idée présentiste de la politique,
que ce sont des situations complexes, composites, dont des hommes politiques ou des opérateurs politiques peuvent chercher à s'emparer ou chercher à orienter dans un sens ou dans un autre. Et donc l'idée de départ, c'était que la situation avait très profondément changé au cours, disons, des 2 dernières et surtout de la dernière année, et qu'il y avait un déficit d'analyse par rapport à cette situation et à ces événements. Et que un homme politique anglais, quand on lui demandait qu'est-ce que c'est la politique, je crois que répondait « Politics is events ». Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette définition. La politique, c'est des événements. Donc, il faut essayer de comprendre comment se structurent les événements. Et donc, on essaie de décrire un ensemble de déplacements qui vont tous dans le sens de la droite, mais qui ne sont pas nécessairement coordonnés et que les politiques cherchent à mobiliser et à coordonner. Notamment, évidemment, le mariage pour tous et la manif pour tous, et donc la repolitisation du catholicisme réactionnaire, et la fin, d'ailleurs, pratiquement la fin du christianisme de gauche, qui avait été très important dans les années, notamment dans les guerres coloniales, contre les guerres coloniales. Nous parlons également d'un autre, nous avons en tête également une autre chose qui pour nous est très importante, puisque l'optique est beaucoup moins large que celle d'Éric, elle porte moins sur l'ensemble du monde politique, qui est une sourde dérive à droite du monde intellectuel et des problématiques qui deviennent considérées comme importantes dans le monde intellectuel, comme par exemple la nation, qui revient, y compris chez des philosophes, et dans nous plus, etc. Avec d'ailleurs une idée derrière, c'est qu'un défaut de la gauche, et également d'ailleurs des analystes de la droite, du Front National, etc., est d'avoir sous-estimé les intellectuels de droite, les traditions intellectuelles de droite. Il y a de très grandes traditions intellectuelles à droite, et il y a des grands mouvements intellectuels à droite, et il y a un grand nombre d'intellectuels de droite qui ont des intentions revanchardes très fortes, et il faut connaître ce qu'ils veulent et ce qu'ils disent. Je vous en donnerai un exemple peut-être tout à l'heure, si j'ai le temps. Alors, un autre... donc, ce n'est pas directement sur le Front National. Au fond, l'idée qu'on avait derrière la tête, c'est que le Front National surfe sur un mouvement qui largement le dépasse et qu'il essaie de coordonner et de mobiliser. Un grand nombre des thèmes de la droite actuelle viennent de bien au-delà du Front National. Ce sont des thèmes qui ont été développés dans l'action française entre les années 1880 et 1950, surtout, après ça il y a eu une éclipse de l'action française, et qui sont des thèmes qui étaient un peu endormis, si vous voulez, surtout après l'épisode fasciste des années 30-45, et qui maintenant sont réactivés, souvent d'ailleurs par des gens qui ne sauraient pas bien faire leur généalogie depuis l'Action française. Mais c'était un mouvement extrêmement important, y compris un mouvement très important parmi les intellectuels. Un grand nombre de grands intellectuels de la première moitié du XXe siècle appartenaient ou avaient appartenu à l'Action française, qui d'ailleurs, comme le Front National aujourd'hui ou comme l'Extrême droite aujourd'hui, se présentait comme anti-système. C'est pour ça que je n'utilise jamais le mot de système pour parler de la situation politique, se présentait comme anti-système et comme étant le lieu de la libre pensée,
contre la pensée unique. Je n'emploie jamais non plus le terme de pensée unique, d'ailleurs, qui vient de la droite, qui vient de l'extrême droite. Alors, un second point qui me semble important, c'est la question comment dire, c'est l'espèce de paquet cadeau, d'amalgame qui est fait actuellement dans l'extrême droite. Je pense qu'un changement très important dans l'extrême droite a été que l'extrême droite a repris à la gauche et a repris à son passé la critique du, entre guillemets, néolibéralisme. Il m'est arrivé d'utiliser le terme, je pense maintenant ne plus l'utiliser, je pense qu'il faut utiliser le terme de capitalisme, parce que une grande partie du nouveau discours de l'extrême droite, qui se veut antilibéral, a été transporté depuis le discours de gauche, altermondialiste, etc., par des auteurs, comme par exemple, j'avais dit que là on n'a cité aucun nom, considérant qu'au fond, il fallait être structuraliste, et que si c'était pas Paul, ça serait Jacques, etc. Mais on peut en citer quelques-uns. Disons par exemple, un auteur comme Michéa, par exemple, qui vient de l'extrême gauche, a transporté, est parti de la critique du néolibéralisme, et puis de là il est remonté à la critique du libéralisme, et il a transporté ça dans l'argumentaire de l'extrême droite. Alors l'extrême droite a toujours été antilibérale, hein, depuis la Révolution française, depuis Burke, si je puis dire, l'extrême droite est avant tout antilibérale. Et donc je pense que c'est un problème pour la gauche de se recentrer sur l'antilibéralisme à la façon dont le fait l'extrême droite. Personnellement, je pense que Marx était un libéral, d'une certaine façon. Marx n'a jamais repris une critique qui était très fréquente en son temps, qui était le libéralisme est mauvais, il faut revenir aux communautés traditionnelles où il y avait une vraie solidarité, où il y avait une vraie entente, où il y avait une vraie morale, etc. Un discours qu'on retrouve aujourd'hui complètement, qu'on trouve chez Carlyle, par exemple. Alors que, au fond, ce que dit Marx, c'est il parle du libéralisme et il dit il faut pousser le libéralisme jusqu'à l'autre contrainte qui n'est pas la contrainte juridique, mais la contrainte économique. On ferme la parenthèse. Et donc, si vous voulez, je pense que la gauche devrait d'abord réfléchir sur son héritage libéral. Je pense que, je dis ça à peu près chaque fois que je viens ici à Louise Michel, je pense que nous sommes tous des héritiers de la pensée libérale du XVIIe siècle dans ce qu'elle avait de plus radical, et que c'est très important de le savoir, et que si on jette ça à la poubelle, on va se retrouver complètement paralysé. Et donc, si vous voulez, l'extrême droite, qui, je pense, a beaucoup appris des 30 années de fonctionnement du Grèce, à partir du milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui. L'extrême droite, maintenant, a réarmé sur un discours fortement anti-libéral. Alors, je pense que ça pose un vrai problème pour la gauche, dans laquelle je ne place pas le Parti socialiste, et je suis là absolument d'accord avec Éric. Ça pose un vrai problème parce qu'après le creux critique des années 90, au fond, la gauche s'est reconstituée dans la critique du néolibéralisme. Tout à fait à juste titre, je pense qu'il vaut mieux dire la critique du capitalisme. Quand j'ai écrit avec El Chapello le nouvel esprit du capitalisme, je ne l'ai pas appelé le nouvel esprit du libéralisme. Par ailleurs, je reprends maintenant un travail justement avec Arnaud Esquiré, également sur les formes actuelles du capitalisme. Bon. Elle s'est reconstruite comme ça. Mais qu'est-ce que fait la gauche quand l'extrême droite reprend le même thème, même si, bien sûr, on peut penser à juste titre que si l'extrême droite était au pouvoir, elle ne mettrait pas en pratique une critique du capitalisme. Alors, un autre point qui me semble important, c'est la question, disons, le lien entre la montée de l'extrême droite et les dégâts économiques causés actuellement par le capitalisme. Je ne nie pas évidemment ce lien
qui est répété sans arrêt par les analystes du Front National, du vote FN, etc. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres analyses qui sont tout à fait, à mon avis, pertinentes, qui montrent que ça n'est pas du tout, ce n'est pas uniquement dans les fractions les plus atteintes par les changements du capitalisme que se recrute le Front National, mais que le Front National se recrute également dans une fraction de ce que l'on peut appeler la bourgeoisie, que nous appelons la classe patrimoniale. Derrière, il y a une analyse dans notre livre qui est au centre du travail que nous faisons actuellement, Arnaud Esquiré et moi, une analyse qui est juste esquissée dans ce petit opuscule, qui est qu'on assiste actuellement en France à un phénomène très important, qui est un déplacement d'une partie du capitalisme depuis l'économie industrielle, avec une désindustrialisation qui entraîne du chômage, qui entraîne de la précarité, etc., et qui peut avoir un effet de pousser un certain nombre de gens à voter Front National, mais également un autre déplacement qui est l'accroissement d'une sphère économique qui n'est pas décrite, parce que la comptabilité nationale, dont les cadres datent des années 50, ne l'avait pas à cette époque-là identifié, qui concerne l'art, la culture, les festivals, les produits de luxe, les produits alimentaires de qualité et la patrimonialisation d'un ensemble de lieux comme les plus beaux villages de France, comme les centres-villes, etc. C'est un phénomène très important qui va de pair avec l'accroissement du tourisme. Comme chacun d'entre vous le sait, il y a 80 millions d'arrivées touristes en France. C'est la première destination mondiale. Et vous avez maintenant des agences spécialisées qui s'occupent du branding des nations et du branding des régions. Et vous avez un certain nombre de gens qui, par exemple, avaient une petite maison dans un village, qui n'étaient pas forcément des gens venus de la grande bourgeoisie, hein, qui ont vu le prix de cette maison multiplié par 5, par 10, par 15, par 20, et qui peuvent la louer, qui peuvent la vendre, qui ne sont pas contre les étrangers s'ils sont très riches, mais qui sont certainement pour le maintien d'une forte identité nationale et contre l'implantation d'étrangers pauvres, parce que si on construit un minaret à côté de leur belle église romane qui a fait monter le prix de leur capitale de façon énorme, eh bien ça va simplement être une perte de richesse très importante. Et donc je pense qu'il y a actuellement un problème qui n'est pas directement économique, qui est économique par l'intermédiaire de cette classe patrimoniale. Donc Piketty, d'ailleurs dans son livre, je défends contre certains courants à gauche le livre de Piketty, qui je pense est très très important, parce que il n'est pas, comment dire, c'est pas un livre révolutionnaire, mais c'est un livre qui apporte un nombre très important d'éléments, de preuves, pour fonder quelque chose dont on avait le pressentiment, mais par rapport auquel on manquait d'éléments de preuve. Donc je pense que c'est un effet très important. Et donc vous avez maintenant la montée en puissance d'une classe patrimoniale, et vous avez d'autre part un accroissement très grand de gens dont je pense que les jeunes, il y a un certain nombre de jeunes ici doivent en faire partie, qui sont dans la sphère de l'économie culturelle, on va dire, en situation précaire, et qui, par certains côtés, constituent un nouveau prolétariat. Qui n'est pas industriel, mais qui est un prolétariat de cette économie de la mise en valeur culturelle et du branding de la nation, de la région, de l'art, etc. Et donc, si vous voulez, ça nous amène à deux points sur lesquels on insiste dans ce petit tract. Un premier point, c'est
qui a été très bien présentée par Éric, c'est la question du peuple. C'est que, comme vous le savez, le Front National, pour le coup, l'extrême droite, se réclame largement du peuple et de la défense du peuple. Mais quel peuple? Alors, et considère que la gauche défend un faux peuple, un mauvais peuple, qui est le peuple des étrangers, des PD, des gouines, des putes, des précaires, des assistés, etc., qui serait le mauvais peuple, contre un bon peuple, qui serait les hommes mariés, vivant dans des zones en déclin, ayant une famille, au chômage, etc. Alors ce thème des deux peuples est très ancien en France. Au XIXe siècle, vous aviez déjà, et dans toute la première moitié du XXe siècle, vous aviez deux peuples. La droite prétendait défendre un peuple, l'action française était populiste, populaire, se voulait populaire, se voulait un mouvement populaire, mais qui défendait le vrai peuple, qui était le peuple des paysans, des artisans, des marins, des pêcheurs, des soldats, et qui était considéré, dans des termes, disons, vaguement hegeliens, comme composé de vraies personnes responsables, ayant une vraie individualité, etc., contre le mauvais peuple, qui était le peuple des ouvriers des grandes concentrations industrielles, considérés comme dégénérés, menant une vie immorale et corrompus par les idées socialistes et modernistes. Alors maintenant, ce peuple ouvrier ne fait plus peur, hein, parce qu'il a été détruit, largement défait par les changements du capitalisme. Et donc il peut être pris par l'extrême droite comme le bon peuple, contre l'autre peuple qui va occuper la place du mauvais peuple. Alors il y a un autre point sur lequel on n'a pas, c'est pas, je ne vous livrerai pas là-dessus, mais on a une ou deux pages là-dessus, qui est la question des bobos, des fameux bobos, qui est un terme comme celui de pensée unique qui a fait énormément de mal et qui était réapproprié par l'extrême droite. Comme vous le savez, les bobos sont parmi les ennemis pour l'extrême droite et pour le Front National. Les bobos sont l'ennemi par excellence. Alors ce qui est très intéressant chez les bobos, c'est que c'est un groupe complètement flou, évidemment. Personne ne pourrait dire quels sont les contours des bobos. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui puisse se déclarer bobo, c'est toujours l'autre. Mais j'ai vu beaucoup de gens, y compris dans des proches, disant « Ah oui, moi j'aime pas les bobos, ah oui, toi t'es un bobo, ah oui, tu parles comme un bobo, ah oui, etc. » Alors, ces fameux bobos, c'est dans une large mesure les jeunes précarisés travaillant dans l'industrie culturelle auquel le Front National attribue le fait d'être une gauche caviar, d'être dans la bien-pensance, irresponsable, etc. Alors, et donc, si vous voulez, moi, je n'ai pas de stratégie pour sortir de la situation actuelle, mais je pense qu'un premier point, c'est d'essayer quand même de faire des bonnes analyses et d'essayer de changer un petit peu les catégories et le vocabulaire qu'il y a dans la tête des gens qui sont de gauche, qui veulent être de gauche et qui veulent la gauche et qui n'aiment pas le Front National. Alors un point tout à fait central, c'est la question identitaire. La question identitaire occupe une place très importante dans le succès actuel de l'extrême droite et, à mon avis, d'autant plus importante qu'elle tend sans arrêt à déborder vers la gauche ou vers l'extrême gauche. Vous avez tout un ensemble de thèmes actuellement de la gauche ou de l'extrême gauche qui, de façon différente, vont faire appel à des communautés, des enracinements, des identités, de l'opposition à tous les ennemis extérieurs ou intérieurs, de l'opposition aux États-Unis qui nous veulent que du mal, de l'opposition aux pays émergents qui nous volent le travail, de l'opposition aux islamistes qui veulent détruire notre belle culture républicaine. Le républicanisme a également servi de pont entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et donc je pense qu'il faut courageusement reprendre tous ces thèmes et essayer de changer un petit peu quand même le cadre que nous avons en tête.
Alors, je vais terminer par vous raconter un livre que j'ai lu le précédent week-end, parce que j'écoute toujours le samedi matin l'émission de Finkielkraut, qui n'est pas nommée d'ailleurs dans ce livre, il n'y a aucun nom, mais qui est intéressante parce qu'elle offre un catalogue de la droite intellectuelle allant depuis l'extrême droite jusqu'à une droite un peu traditionnaliste, un peu classique, avec des débats qui sont le plus souvent des faux débats d'ailleurs, dans la mesure où les faux débats, non, mais disons, généralement la personnalité qui invite a invité quelqu'un avec qui elle est en accord contre un troisième avec qui elle est en désaccord. Et donc le samedi matin, il y avait un homme qui s'appelle Hervé Juvin, qui se présente, qui n'est pas un universitaire, qui se présente comme un économiste, un genre d'économiste un peu philosophe, et qui présentait un livre qui s'appelle « La grande séparation ». Évidemment, en référence au thème du grand déplacement, du grand remplacement, pardon, qui est l'idée, qui est en train de faire beaucoup de chemin, et pas seulement dans l'extrême droite, l'idée selon laquelle notre belle culture française serait menacée par la culture, je ne sais pas trop de quoi, d'ailleurs l'islam, les musulmans, les basanés, les djihadistes, tout ce que vous voulez, une espèce d'amalgame de tout ça. Et par exemple, j'ai entendu quelqu'un récemment, une bonne dame de la campagne, me dire oui, il paraît qu'on détruit partout des églises pour construire des mosquées. Ce ne semble pas évident, mais bon. Et donc, qu'est-ce que dit ce livre très bien fait de la grande séparation? Oui, j'arrête dans exactement une minute. Il dit, voilà, il prend appui énormément sur l'anthropologie, sur l'ethnologie. Il dit, comme l'a bien montré l'ethnologie, il y a des territoires, mais c'est aussi assez écologique. Sur ces territoires, il y a des peuples qui établissent un certain rapport avec la nature. Et ces peuples, ils ont une origine, ils ont une histoire, ils ont une race, ils ont une religion. Et tout va bien, il ne faut pas les hiérarchiser si chacun reste sur son territoire. Mais si on les mélange, c'est la fin de la civilisation humaine. Alors tout ça est entrecoupé, évidemment, de très 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 importantes attaques contre le fameux néolibéralisme, contre l'américanisme qui a produit un homme hors sol, contre l'homme enraciné. Alors c'est des vieilles idées maurassiennes, mais c'est des vieilles idées maurassiennes reprises dans un autre langage, qui est, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement dangereux, avec l'idée, si on maintient chacune de ces collectivités dans son territoire, en le laissant avoir ses valeurs, le thème de valeurs aussi, il faudra beaucoup l'analyser, ses valeurs et son histoire, eh bien il peut y avoir des relations diplomatiques ou de bonne entente, où ils peuvent se faire la guerre, c'est pas grave. Alors, je vous laisse méditer ces thèmes, mais je pense que sur tous ces différents thèmes, qui ne sont pas directement économiques, la gauche doit construire, prendre position et, par rapport à ces thèmes, reconstruire un autre discours et notamment renouer avec l'internationalisme.